Donc, la Ville de Montréal veut donner un clair message en ce moment. On voit les efforts que le gouvernement du Canada fait, on voit les efforts que Québec fait à travers les subventions qui sont données. Et on voit maintenant que la Ville de Montréal veut donner un coup de pouce aux constructeurs et aussi en même temps donner son appui. C'est une forme d'appui pour dire « OK, on est ouvert à la construction, etc. » Bonjour, ici Thierry Samelal de PMML. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet spécial. C'est un répit qui est donné aux promoteurs au niveau du règlement pour une métropole mixte. L'idée du sujet est venue suite à une publication d'un article dans la presse cette semaine, fort intéressant, qui démontre le vouloir maintenant de la Ville de Montréal de donner un coup de pouce, donner un coup de main aux promoteurs constructeurs qui ont eu de la difficulté dans les dernières années à rencontrer les normes, si on veut, du règlement pour une métropole mixte et qui ont déjà de la difficulté à arriver à une rentabilité avec des projets de construction dans un contexte où est-ce que les coûts de construction sont élevés, mais également les contextes où est-ce que la majorité de ce qui est construit en ce moment sur l'île de Montréal, au niveau résidentiel, c'est du multilogement. Et comme vous le savez, pour qu'un projet de multilogement soit rentable, il doit rencontrer certaines normes de rentabilité. Et les constructeurs avaient beaucoup de difficultés avec les règlements qui étaient en place de rencontrer ces normes-là. Donc, bonne nouvelle pour les constructeurs. Cet effort de la Ville de Montréal est, si on veut, ajouter à l'effort que le gouvernement du Québec a fait en réduisant à zéro la TPS là, applicable sur la construction dans certains cas. Et également à tous les efforts déployés par le gouvernement du Québec via le ministre de l'Habitation et le ministère pour offrir des subventions pour des logements sociaux. Ces subventions-là sont données à travers des organismes tels que le FTQ et Desjardins et proviennent du gouvernement du Québec sous forme de subventions pour construire du multilogement. Donc, pour ceux qui se souviennent ce que la RMM qui a été mis en place en 2021 demandait aux promoteurs, de un, c'était de contribuer au parc immobilier de logements sociaux et abordables de la Ville de Montréal de trois manières. Soit de construire des logements sociaux pour ensuite de ça les léguer à la municipalité ou autre, sur le site de projet existant. Donc, prendre un projet existant, un site de projet, et sur ce projet-là, le fameux 20-20-20, mettre en place des logements sociaux. Également, soit ça, ou soit mettre des logements abordables, bien sûr, et des logements pour les familles. Et aussi, vendre des terrains à rabais à la municipalité. Donc, prendre une portion d'un terrain sur lequel il y avait une construction déjà prévue, puis offrir une portion de ce terrain-là en rabais à la Ville, donc en bas de la valeur marchande, ce qui n'était pas nécessairement intéressant pour certains constructeurs, vu les frais de détention des terrains. On achète un site, on démolit l'immeuble qui est déjà là si on a besoin de le démolir, on fait la décontamination s'il y a la décontamination. Par la suite, bien, tous les projets ont des soft costs, donc il y a un certain temps pour développer des projets, les faire approuver par la municipalité, etc. Et ensuite de ça, les construire. Donc, il y avait soit la construction de logements, soit la vente de terrain en rabais à la municipalité, ou soit une compensation financière qui était donnée à la municipalité. Donc ça, c'est ce que prévoyait la RMM. Maintenant, 3 ans plus tard, on se rend compte que finalement, la seule option qui a été utilisée après de la totalité des projets qui ont été faits, près de la totalité, parce qu'il y a un seul projet qui a été fait avec une construction, mais le reste, c'était des paiements faits par les promoteurs suite à des ententes conclues avec la municipalité pour simplement acheter les droits relatifs au règlement métropolitain pour une métropole mixte. Donc, on comprend que déjà dans un contexte difficile, il y a une taxation, si on veut, supplémentaire qui est mise en place. Et au bout de 3 ans, bien, on a beaucoup d'argent dans un compte de banque au niveau de la Ville de Montréal, mais on n'a pas plus de logements de bâtis. Donc, la Ville de Montréal se rend compte de ça. C'est un essai qu'on avait fait à l'époque. C'est une idée qui était bonne, mais là, on se rend compte qu'il y a un réajustement à faire et il y a une pression sociale importante et il y a un besoin criant qui ne s'effacera pas et qui, d'année en année, va s'accentuer et s'amplifier. Donc, il faut prendre des mesures et la Ville de Montréal, ici, propose 2 choses. 2 allègements. Donc, premièrement, on sait que le règlement
ne s'appliquera pas pour les 20 logements et moins. Bonne nouvelle pour tous les secteurs tels que Iberville, au fait, l'Est de Montréal, le Montréal-Est, je pense à Hochelaga-Maisonneuve, où est-ce qu'il y a des endroits pour de la haute densité, mais également des endroits pour la basse densité, et la majorité du secteur est de basse densité, donc 3, 4, 5 étages. Donc, bonne nouvelle. Là, généralement, on construit des 20 logements et moins dans ces secteurs-là. Également, si je passe à tout le bas de la ville en avant de Montréal, donc Villemort, Verdun, Saint-Henri, tout ce secteur-là là, qui peut nécessairement là, bénéficier du fait que les 20 logements sont, et en bas de 20 logements sont exclus. La deuxième chose que la Ville a décidé de faire, c'est augmenter les sommes payées aux promoteurs qui cèdent les terrains à la municipalité. Augmenter veut dire quoi? Se rapprocher un peu plus de la valeur marchande, mais souvenez-vous qu'on était techniquement en bas des valeurs de marché. Donc, ça peut être quand même intéressant pour un promoteur constructeur de dire, bon, OK, j'ai bâti 2 immeubles sur mon terrain, il m'en reste un. Oui, les taux d'intérêt sont stables en ce moment. Les coûts de construction semblent vouloir se résorber un petit peu. On s'en va dans un horizon, on peut espérer un horizon où est-ce que les taux d'intérêt baissent. On peut espérer un horizon où est-ce que les coûts de construction vont baisser pendant un petit bout de temps, puis peut-être par la suite exploser. On a quand même un contexte où est-ce que la TVQ est toujours présente au niveau des constructions neuves. La TPS est enlevée, mais au Québec, la TVQ est quand même forte et crée une forte pression. Et il y a un certain risque relié à un projet. Donc, il y a certains promoteurs, constructeurs qui vont dire, bah, on va léguer, on va céder le terrain qui nous reste, puis on va récupérer nos billes de cette façon-là, puis être payé par la municipalité. Donc, ça peut être intéressant. Ça peut être quelque chose qui peut valoir la peine. Aussi, la Ville devait demander plus de contributions financières aux constructeurs promoteurs, vu le fait qu'elle ajustait son paiement basé sur les valeurs de rôle foncier au niveau des terrains. Donc, petite bémol ici, là, tantôt je vous ai parlé de valeur marchande, mais si un terrain est mal évalué, puis que la Ville vient payer ce qui est au rôle foncier ou ce qu'elle détermine à être le bon prix pour un terrain, ça ne reflète pas nécessairement la valeur marchande réelle du site. Et ça, c'est un souci qu'on pourrait avoir avec, dans cette réglementation-là, où est-ce qu'on doit léguer à la Ville, à la valeur du rôle foncier, un terrain. On le sait, on peut être sous-évalué ou on peut être sous-spéculé, dans le sens qu'un terrain peut être sous-développé et avec le zonage actuel, pas refléter son plein potentiel qu'il peut y avoir dans 2-3 ans. Donc, à voir. Mais tout ça pour vous dire que cette augmentation de contribution financière qui était prévue par la municipalité, donc pourquoi? Pour justement le fait que on se réajuste par rapport aux rôles fonciers qui sont en place et le fait que les promoteurs constructeurs devaient payer plus, mais il y a un répit là-dessus pendant 2 ans. Donc, la Ville de Montréal veut donner un clair message en ce moment. On voit les efforts que le gouvernement du Canada fait, on voit les efforts que Québec fait à travers les subventions qui sont données, et on voit maintenant que la Ville de Montréal veut donner un coup de pouce aux constructeurs et aussi en même temps donner son appui. C'est une forme d'appui pour dire, OK, on est ouvert à la construction, etc. Ce qu'on aimerait peut-être voir, c'est plus de facilité à construire là, sur les sites. On voudrait peut-être une meilleure transparence ou communication au niveau des attentes de la municipalité par rapport à différents sites de construction, puis peut-être des allègements par rapport à l'urbanisme, donc une vitesse plus rapide d'approbation de projets, peut-être des projets pré-approuvés pour des ensembles de territoires, comme on voit du côté de Toronto, pourrait être intéressant. C'est des solutions qui n'ont pas été mises en place, mais que peut-être que de plein droit, si un constructeur promoteur peut de plein droit sur une zone complète faire une construction, si les infrastructures le permettent. Et ici, il y a un minimum, un cadre réglementaire qui peut fixer des paramètres, mais en même temps créer une certaine facilité de construction. On verra plus de projets peut-être levés plus vite parce que les promoteurs constructeurs seraient moins dans l'obligation de garder des projets plus longtemps avant de les construire. On le sait, les promoteurs constructeurs, des fois, fonctionnent avec des prêts faits par des compagnies de prêts privés, etc., ou des prêts bancaires qui coûtent très, très cher avec des taux d'intérêt très élevés mensuellement. Ça, c'est la réalité d'un constructeur, c'est que ces frais de construction, ce n'est pas juste les frais de construction de la tour physique, ciment, béton, fenêtres, corps de métier, c'est aussi toute la préparation et toute l'approbation par la municipalité
de projet de construction. Donc, avoir un cadre précis, réglementaire, qui est bien défini, qui va permettre aux gens des départements d'urbanisme de bien saisir, comprendre les paramètres, d'être capable de les expliquer et de les appliquer rapidement à des promoteurs qui vont savoir exactement quelle sorte de projet faire pour rencontrer les besoins de la municipalité. Je pense que ça pourrait être une solution fort intéressante, au moins se pencher sur ces faits-là, puis avoir un cadre réglementaire qui est défini par territoire pour qu'un constructeur puisse se dire, bien, si je veux construire dans ce territoire-là, je sais, voici les paramètres de la ville. Si je produis un rapport, si je produis un plan de construction qui rencontre ces paramètres-là, ça va être approuvé d'office. On va avoir une rapidité de construction qui va être plus rapide et peut-être plus intéressante qu'un promoteur que des répits. Donc, à voir. Au fait, c'est le message que me passent les constructeurs, donc que je vous repasse ici aujourd'hui. Donc, après le moratoire après cette période-là de presque 3 ans maintenant, tout le monde sait dans quelle direction se diriger. Les OSBL puis les ONBL, appuyés par les constructeurs promoteurs, il y a des partenariats, il y a des consortiums qui se font de ce côté-là. Donc, on peut s'attendre que dans la prochaine année et demie, il y ait une masse critique de logements qui soit bâtis sur l'île de Montréal qui vont rencontrer les besoins sociaux, abordables et familiaux. Mis à part ça, il y a tout un spectre de logements nécessaires. Je pense qu'on doit en produire. Je pense qu'on doit non seulement construire, mais on doit aussi appuyer les propriétaires fonciers actuels qui n'ont pas nécessairement pu, à travers les années, monter leur loyer de façon importante pour pallier aux hausses importantes de taxation et des frais reliés aux immeubles. Il y a certains qui n'ont pas pu être rentables pendant les années. Et si on oublie ça, donc ces propriétaires-là, des fois, il y en a qui sont fautifs parce qu'ils ne font pas la construction-rénovation nécessaire dans leurs immeubles, mais il y en a d'autres qui n'avaient juste pas l'argent pour le faire parce qu'ils n'étaient pas capables d'augmenter leur revenu de façon plus importante. Et ça, c'est un sujet qui doit être étudié en ce moment et on doit trouver des solutions également pour ces paramètres-là. Donc, toute la panoplie d'immeubles déjà existantes à Montréal qu'on pourrait améliorer pour peut-être mieux rencontrer les besoins de la clientèle. Et aussi, peut-être regarder au niveau de toutes les ruelles. Il y avait des projets là, pour construction dans les ruelles, pas dans les ruelles, mais faire des adresses de ruelles qui peuvent être fort intéressantes aussi. Il y a beaucoup de sites qui peuvent être développés. Rajouter 2-3 logements pour quelques sites sur une rue peut faire en sorte qu'on peut rajouter une 50aine de logements dans un quartier qui en a nécessairement besoin sans nécessairement densifier de façon verticale. Donc, beaucoup de choses à penser. Ce que je veux vous retenir, c'est qu'il y a un vouloir de la Ville de Montréal qui est important en ce moment pour pousser de l'avant de la construction de logements et également ce vouloir-là existe au niveau du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Donc là-dessus, je vous souhaite franc succès dans toutes vos aventures immobilières. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par téléphone ou par courriel. Ça va me faire plaisir de vous répondre et je vous dis à la prochaine.